Bonjour à tous, on va commencer notre programme. Donc merci à tous ceux qui sont présents ce matin. Merci aux vaillants étudiants qui sont parmi nous. Je les encourage à inviter leurs camarades à venir participer, enfin en tout cas à écouter les différentes interventions de ce colloque organisé par Géraldine Giraudot. Donc on va tout de suite commencer par la séquence d'ouverture protocolaire. On va avoir donc un mot d'ouverture du président de l'université Gaël Lagadec. Et ensuite, un mot du secrétaire général du gouvernement, M. Alain Marc. Et puis ensuite, on pourra commencer avec l'avant-propos, l'introduction de Géraldine Giraudot, la professeure qui a mis en place ce colloque. Voilà, bienvenue à tous à l'université et puis très bon colloque. Merci Sylvain. Monsieur le représentant du Haut-Commissaire, Monsieur le Premier vice-président du Congrès, Monsieur le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur le représentant du BRGM, Monsieur le président du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, chers étudiants et chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue à l'université pour ce colloque relatif aux enjeux territoriaux du Pacifique, organisé par le professeur Géraldine Giraudot, que je salue chaleureusement. Ce colloque est le premier du laboratoire large en 2018, après une année 2017 foisonnante, avec pas moins de 4 colloques pour cette équipe, dont les 3 derniers avaient trait à l'avenir budgétaire, économique et institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Le thème du présent colloque est également d'une grande actualité. Il faut naturellement saluer l'intérêt intrinsèque du sujet et je suis sûr que les différents intervenants mobilisés par Mme Giraudot vont nous apporter une contribution précieuse à la connaissance des enjeux territoriaux du Pacifique. Mais je pense plus particulièrement à la valeur ajoutée que va créer ce colloque, non seulement pour la recherche universitaire, mais également au titre de réflexion globale dans le contexte actuel de la mise en œuvre de la compétence de coopération régionale de la Nouvelle-Calédonie. Cette dimension régionale est très récente à l'échelle d'une politique de coopération. Cette compétence est créée par l'accord de Nouméa en 1998 et se trouve juridiquement partagée entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie se dote actuellement d'un réseau de délégués qui, placés auprès des représentations diplomatiques françaises dans la région, porteront la lourde charge de la représenter, d'en promouvoir les actions et de contribuer dans son insertion régionale et à son rayonnement. Ces délégués viennent d'être auditionnés par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et seront bientôt en poste après une année de formation qui vient de débuter. Si la compétence est donc récente, je pense qu'il faut saluer le chemin parcouru en si peu de temps, notamment par l'action du gouvernement et de son service de coopération régionale et des relations extérieures. Mais bien sûr, de nombreux acteurs promeuvent, facilitent ou mettent en œuvre la coopération régionale de la Nouvelle-Calédonie. Il en va naturellement ainsi de la CPS, Organisation internationale, de NCTI, New Caledonia Trade and Invest, association désignée par le gouvernement comme opérateur pour l'aide à l'export des entreprises calédoniennes. Il en va également ainsi des organismes de recherche, des acteurs de la culture, comme le Centre culturel Chibaou, de la DSCGR, Direction de la Nouvelle-Calédonie, qui intervient dans le cadre de catastrophes humanitaires suite à une catastrophe naturelle dans la région, des affaires maritimes, du cluster maritime, mais aussi des forces armées et du mouvement sportif qui sont très actifs dans le domaine régional. L'université se situe bien sûr parmi ces acteurs et opérateurs de la coopération régionale et du rayonnement de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, particulièrement pour ce qui concerne le rayonnement régional par la formation et la recherche. Ainsi, l'université est un élément moteur du réseau CURN, le réseau des universités du Pacifique insulaire, créé en 2011, qui regroupe 13 universités et qui tiendra en fin d'année sa 3e conférence bisannuelle de recherche en Polynésie française. Au niveau des formations, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a sollicité l'université il y a plus de 2 ans pour qu'elle accompagne auprès du Vanuatu sa politique de coopération
dans le champ de compétences qui est le sien, à savoir l'enseignement supérieur. Nous avons naturellement répondu présent à cette sollicitation et avons ouvert l'année dernière une première promotion d'un master d'aménagement et développement des territoires océaniens en inscrivant 12 étudiants vanuatais dans la première promotion. Et cette année, nous avons ouvert une première année de licence hôtellerie-tourisme en coalisant de nombreux partenaires internationaux et en inscrivant 55 étudiants dans cette première promotion. Nous sommes également très impliqués dans l'appui à la création de l'Université nationale bilingue du Vanuatu à travers des propositions de statut et des propositions législatives dans un environnement mixte anglophone-francophone qui amène nécessairement une forme d'hybridation du système d'enseignement supérieur et de recherche futur du Vanuatu. À Wallis et Futuna également, même si c'est un territoire français, nous affirmons notre présence avec une base scientifique avancée disponible pour nos partenaires du consortium de recherche CRESICA, avec une bibliothèque et une médiathèque qui sont entièrement gratuites pour la population. Nous sommes également sollicités au moment où se pose la question de l'approfondissement de l'accord particulier entre l'État, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna pour dispenser 1 ou 2 formations supérieures à Wallis dès 2019. Et bien sûr, à côté de cela, il y a tous les échanges développés par les enseignants-chercheurs dans le cadre de la collaboration scientifique, ainsi que les opportunités de mobilité pour les étudiants offertes par nos universités partenaires de la région et également au-delà. Mais revenons à l'objet de ce colloque, à travers lequel l'université porte l'ambition, en toute humilité, de contribuer à améliorer la connaissance et l'analyse commune des enjeux territoriaux du Pacifique. Ce n'est d'ailleurs pas un thème de recherche universitaire que nous initions aujourd'hui, puisque le premier ouvrage des presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie, en 2015, traitait déjà des relations de coopération des territoires français du Pacifique, mais sous l'angle, cette fois, purement économique. Donc vraiment, j'insiste, mais merci Madame Giraudot pour ce thème qui va nous permettre de faire progresser les connaissances et la réflexion sur le Pacifique, et ce de manière transversale et pluridisciplinaire. C'est le grand avantage de ce colloque, car le sujet est vaste, souvent traité de façon monothématique, tel que je viens de l'indiquer sur l'ouvrage précédent, tellement le spectre est étendu. Mais le programme proposé pour ces 3 demi-journées est parfaitement équilibré et me paraît balayer très méthodiquement ce sujet foisonnant. À la vue du programme très riche qui nous est proposé, nous aurons à l'issue du colloque, je n'en doute pas, une analyse et une réflexion approfondie à partir de points de vue et de disciplines très variées, qui sont le droit, la géopolitique, la sociologie, la géographie, l'économie, les sciences politiques et même la biologie. J'en profite ici pour adresser mes chaleureux remerciements à tous les intervenants du colloque et plus particulièrement à ceux qui sont venus de loin pour participer à ces travaux. Tamatoa Bambridge, du CNRS et localisé en Polynésie française, Pierre-Jean Bordaandi de University of South Pacific, Michael Strauss de Paris 5, Vincent Cogliati-Banz de l'Université d'Auckland, François Ferral de l'Université de Perpignan, Ghislain Autis de l'Université d'Ottawa, ainsi que tous mes collègues enseignants-chercheurs de l'université, Louis Lagarde, Yves Le Tourneur, Nadège Meyer, Christine Bidault-Garon, Mathias Chauchat, Caroline Gravela et bien évidemment Géraldine Giraudot. Je remercie également l'équipe de communication de l'université qui fait un travail remarquable pour accompagner l'organisation et promouvoir nos colloques, ainsi que la direction logistique de l'université. Merci à tous pour ce gros travail accompli pour préparer cet événement. Avant que nous commencions nos travaux, je suis très heureux de céder la parole à M. Alain Marc, secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui nous fait l'honneur de partager avec moi et avec le professeur Giraudot ce mot d'introduction. Je vous souhaite à tous de fructueux échanges et je vous remercie pour votre attention.
Bonjour à tous d'abord. Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le Secrétaire général représentant du Haut-Commissaire, Monsieur le Vice-président du Congrès, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les enseignants et les intervenants, dont j'ai cru comprendre que certains étaient venus de très loin, Mesdames et Messieurs les responsables administratifs, Mesdames, Messieurs. Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous exprimer tout le plaisir que je ressens aujourd'hui à intervenir devant vous à l'occasion de ce colloque consacré aux enjeux territoriaux du Pacifique. Je profite d'ailleurs, Monsieur le Président, de l'occasion qui m'est donnée en participant à cette rencontre pour vous féliciter du dynamisme avec lequel l'Université de la Nouvelle-Calédonie s'est engagée résolument depuis quelques années déjà à favoriser un débat autour de thématiques d'importance. À travers ce rayonnement intellectuel, c'est d'une manière générale le rayonnement et l'influence de la Nouvelle-Calédonie qui se développent chaque jour un peu plus dans le Pacifique. Un mot de remerciement à vous, Madame Giraudot, pour être à l'origine de cette rencontre et nul doute en tout cas qu'elle rencontrera tout l'intérêt que vous en attendez. J'interviens d'autant plus aisément devant votre Assemblée qu'au moment où je vous parle, actualité oblige, M. Philippe Germain, président du gouvernement, est avec plusieurs autres membres du gouvernement en Papouasie-Nouvelle-Guinée afin d'échanger avec les autorités papoues sur des axes de coopération majeurs. Hasard du calendrier, me direz-vous, assurément pourrais-je vous répondre, volontarisme du gouvernement surtout pour mieux ancrer la Nouvelle-Calédonie dans son environnement régional. Enfin, nécessité diplomatique et relations d'amitié avant toute chose, eu égard aux enjeux territoriaux auxquels les États du Pacifique sont aujourd'hui tous confrontés, dans un monde où la complexité des problématiques à traiter impose désormais une coopération et des liens chaque jour plus nourris. Quels sont ces enjeux? Vous les connaissez. Des enjeux économiques tout d'abord, qu'ils soient maritimes, industriels ou commerciaux. Des enjeux environnementaux ensuite, afin notamment de mieux appréhender collectivement les conséquences du changement climatique et les actions à mettre en œuvre afin de mieux protéger les populations et les territoires concernés. Enjeux humains encore, afin de traiter l'impérative adaptation des populations aux nécessités urgentes de l'éducation, de la formation ou de la santé. Enjeux spirituels et culturels enfin, sans lesquels la fraternité comme la solidarité entre les peuples et les nations ne serait faite que d'illusions vaines et de matérialisme économique exacerbé. C'est dans cette dernière perspective d'ailleurs que la tradition, comme la coutume, thème que vous évoquerez d'ailleurs aussi au cours de ce colloque, doivent également trouver leur place dans ce vivre ensemble auquel nous aspirons tous profondément. Après cette introduction, je me propose de revenir brièvement sur quelques-uns de ces enjeux. Comme vous le savez, les territoires du Pacifique sont soumis à des pressions croissantes. La région Pacifique accueille 14 pays, 8 territoires, et sa population y est très largement côtière. Elle est composée à 98% d'océans et abrite 25% des récifs coralliens mondiaux. Les impacts de l'évolution climatique sur les écosystèmes et les sociétés du Pacifique sont aujourd'hui de plus en plus visibles. Ils ont été largement médiatisés lors d'événements internationaux tels que la COP21 ou la conférence sur les océans. Ils devront d'ailleurs continuer à l'être si nous souhaitons accentuer la prise en compte des conséquences de ce changement. Face à une telle situation, le renforcement de la résilience devient alors un enjeu essentiel. En effet, dans un monde instable, lié souvent à l'ambition et l'inconstance des hommes, le changement climatique se rajoute aux menaces existantes qui affectent de nombreux secteurs, qu'il s'agisse de l'économie, du tourisme, de la santé et de la biodiversité. C'est un enjeu pour chacun des pays concernés, c'est un enjeu pour le Pacifique et c'est un enjeu pour le monde. La Nouvelle-Calédonie n'échappe pas à ce contexte. L'économie calédonienne repose en partie sur un environnement en bonne santé et de qualité, que ce soit pour les activités de pêche, de l'agriculture ou du tourisme. Par ailleurs, comme pour tous les peuples du Pacifique, ces écosystèmes particulièrement fragiles représentent pour les habitants un héritage commun,
un élément majeur de leur identité, tant au plan coutumier que culturel, scientifique et économique. La terre est un héritage que nous empruntons à nos enfants, se plaisait à dire Antoine de Saint-Exupéry. La maîtrise de ces enjeux pour nos territoires est cruciale. C'est avant tout un patrimoine commun qu'il nous convient bien sûr de valoriser, mais aussi de préserver. La coexistence de ces deux enjeux, vous le savez, est vitale pour tous les territoires du Pacifique. Il ne s'agit pas moins que de protéger notre biodiversité et nos ressources naturelles et de mettre en place des politiques publiques à même de garantir un développement durable. La Nouvelle-Calédonie, riche et fière de ce patrimoine naturel, a pris depuis quelque temps déjà des engagements forts en ce sens. Des engagements de protection tout d'abord. En effet, le 7 juillet 2008, une partie des récifs et des lagons de la Nouvelle-Calédonie ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit du premier site d'outre-mer français inscrit à ce patrimoine mondial. Poursuivant cette dynamique, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a créé en 2014 le parc naturel de la mer de Corail, lequel couvre la totalité de sa zone économique exclusive, soit près d'1,3 million de kilomètres carrés. Un plan de gestion ambitieux et progressif vient d'être adopté et une gouvernance originale donnant une place à tous les acteurs publics, privés, associatifs et coutumiers est en cours de structuration. Des engagements aussi en termes d'adaptation et d'innovation. Les instituts de recherche, dont certains sont aujourd'hui représentés, et le secteur privé, développent activement des solutions innovantes en matière de conservation de la biodiversité et de protection vis-à-vis des événements climatiques majeurs. La mise en œuvre du projet TIGA, territoire innovant de grande ambition, voulu par l'État, vise ainsi à promouvoir un développement économique durable dans le parc de la mer de Corail. La Nouvelle-Calédonie souhaite devenir une terre d'innovation, reconnue à la fois en matière d'économie bleue et de développement durable. Disposant d'une très large expertise dans bien des domaines, elle souhaite favoriser la collaboration et la coopération entre, d'une part, le secteur privé, la recherche et les ONG et les administrations, d'autre part. Ainsi que j'ai eu l'occasion déjà de le dire dans d'autres cercles, il appartient aujourd'hui à la Nouvelle-Calédonie de déterminer ses priorités de développement et de fixer aux nombreux organismes de recherche présents sur notre territoire les objectifs stratégiques qu'elle souhaite financer et mettre en œuvre. Dans cette perspective, le CRESICA, au sein duquel, Monsieur le Président, je vous sais très engagé, est un cadre de coopération utile, voire indispensable, à l'élaboration de cette politique de recherche volontariste. C'est cette expérience que la Nouvelle-Calédonie peut proposer, en toute humilité, sans donner de leçons à qui que ce soit, aux autres territoires du Pacifique notamment, en s'appuyant notamment sur les organisations régionales, et je salue bien entendu à Nouméa le rôle particulier et exemplaire de la CPS et les acteurs de l'enseignement et de la recherche. C'est à travers cette coopération multilatérale que les territoires peuvent échanger sur leurs difficultés communes afin de mieux pouvoir les dépasser ensemble. Je pense notamment à la surveillance et à la protection de l'océan, à l'exploitation des ressources minières profondes, aux actions d'adaptation au changement climatique, à la prise en compte et à la protection des savoir-faire traditionnels. La coordination régionale pour une réponse utile et partagée entre nos territoires est une piste majeure qui nécessite cependant des outils performants et innovants. C'est ainsi que la recherche, le déploiement de solutions originales, le développement de nouvelles technologies sont les vraies solutions aux problèmes de gestion durable des territoires du Pacifique. Ces solutions ne pourront pas se mettre en place sans la participation active de la société civile, dans le cadre d'une gouvernance inclusive et élargie à tous les acteurs de la société, afin de porter un projet de gestion équilibrée des espaces naturels. C'est ce modèle que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'efforce de mettre en application au sein notamment
du comité de gestion du parc naturel de la mer de Corail. Pour conclure ce propos, je veux vous dire combien je me réjouis de voir ces réflexions au cœur des préoccupations de votre colloque. Je me félicite également de vous voir contribuer ainsi, par vos travaux, à aider les décideurs politiques à définir et à préparer, avec l'ensemble des acteurs concernés, publics et privés, au développement de demain. Je vous souhaite des échanges fructueux, permettant, je l'espère, de proposer des solutions inédites, garantissant aux générations à venir un équilibre harmonieux et durable des territoires du Pacifique. Je ne voudrais pas terminer mon intervention sans vous demander de réfléchir à ces propos de Charles Darwin. Ce ne sont pas les plus forts qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui sont les plus rapides à s'adapter au changement. Je vous remercie.